Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Smartech. On est au Fitex, qui est un grand événement dédié au fitness et à la santé connectée. Ça va être l'occasion de voir ce qui se passe un peu en matière de technologie, notamment dans les salles de fitness, mais on va aussi parler du corps augmenté, analysé, scanné par les intelligences artificielles. On va s'intéresser aussi à des petits produits geeks comme les bandes muscu connectées. Tout ça, ça va être notre sujet à la une avec des démonstrations en plateau. On va aussi s'interroger sur le sport connecté et toutes ces données finalement que l'on confie aux applications et aux objets avec les réponses d'un avocat spécialisé. Mais d'abord, interview d'un ancien athlète qui est expert aujourd'hui en matière de performance avec l'intelligence artificielle. On parle donc de sport, de santé et d'innovation tout de suite dans Smartech. Bonjour Erwan Benek, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau un peu particulier. Vous avez un profil, vous aussi, vous-même très spécifique. Vous êtes un ancien athlète de haut niveau, ancien membre de l'équipe de France d'athlétisme. Vous êtes passé par l'INSEP et aujourd'hui vous êtes responsable de l'offre Sportech et AI for Sport chez Devoteam. Alors, dans l'entreprise, on a l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, ça permet d'être vraiment une aide à la décision au plus haut niveau des comités de direction. Dans le sport, c'est perçu, me semble-t-il, comme un moyen d'optimiser les performances des sportifs, des athlètes, des équipes. Est-ce que c'est aussi votre perception ? Bonjour Delphine. Effectivement, c'est ma perception. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont explorées dans le cadre de l'IA pour augmenter la performance des athlètes. Néanmoins, c'est vrai qu'on reprend un petit peu les termes du monde de l'entreprise, dans le sens où aujourd'hui, l'IA dans le sport, c'est finalement toujours un outil d'aide à la décision. Ça reste un outil d'aide à la décision, que ce soit pour l'athlète ou pour son entraîneur. J'ai entendu aussi que parfois, on transformait trop les compétitions professionnelles finalement. À cause de la data, on faisait de la gestion algorithmique. J'ai entendu notamment ce reproche au moment où on était en compétition en rugby avec l'équipe de France, voilà, qui était très managée par la data. Est-ce que ça a ses limites d'utiliser l'intelligence artificielle pour le sport de haut niveau ? Alors c'est un très bon exemple, l'exemple du rugby, puisque finalement je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des sports et l'une des fédérations, en tout cas en France, les plus avancées sur des sujets qui traitent de l'IA et de la data. Bon, c'est deux sujets différents évidemment, mais la data c'est le socle pour faire de la bonne intelligence artificielle. Néanmoins, il y a un discours que j'entends très souvent dans le monde du rugby, c'est que ce qui fait l'essence et ce qui fait la performance des joueurs, c'est pas tant la donnée sur le terrain, c'est plutôt ce qu'on va appeler le French flair. C'est un terme qui est très utilisé dans le rugby. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut rester vigilant par rapport à l'utilisation de la data et de l'IA, dans le sens où demain, si je mets des trackers sur des joueurs de rugby ou de foot, peut-être que ça va biaiser leur performance et ils vont se dire « Ah, c'est intéressant, je suis traqué, j'ai plutôt une moyenne de 9 km où je cours par match, je vais essayer de passer à 10 ». Donc la statistique va être intéressante parce qu'il y aura bien une progression. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que c'est une performance qui est pertinente ? Donc vous trouvez que ces attaques peuvent être justes ? C'est une question de dosage. Quelle est la bonne façon d'utiliser l'IA aujourd'hui dans le sport pour le coaching, pour l'entraînement, mais du côté de l'entraîneur, mais aussi du côté de l'athlète lui-même ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? Je pense qu'avant de se lancer dans l'IA, il faut déjà avoir une confiance aveugle en sa donnée. Il faut avoir un socle technique, technologique et une ingestion de la donnée qui est vraiment irréprochable. Déjà, ça nécessite d'avoir une très grande maturité. Le deuxième point, c'est que finalement, il faut aussi sensibiliser les athlètes et les coachs sur ce que signifie un KPI, ce que signifie la transformation de cette donnée-là, et aussi savoir qui est-ce qui a développé l'intelligence artificielle derrière. Parce que évidemment, ce sera biaisé. Le développeur qui code finalement l'IA, qui va ingérer la donnée, qui va décider de telle ou telle donnée qu'il va collecter, finalement c'est un humain et c'est un humain qui a des biais. Et où est-ce qu'elle est forte, l'intelligence artificielle dans le sport aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans la performance, dans le sport, elle est très bien située, en tout cas très performante, sur tout ce qui va être lié à la prédiction. Donc prédiction de victoire, de défaite.
puisque là, finalement, sur du prédictif, nous, on va se baser sur de l'historique de données. Ça, c'est super pour les paris sportifs, alors. Alors, j'ai déjà essayé. Non, j'ai pas essayé. Il faudrait que j'essaye, c'est une bonne idée. Peut-être que je démissionnerai. Mais oui, dans la prédiction, je pense qu'on peut être très bon parce que c'est assez facile de collecter de la data et d'avoir 10, 15, 20 ans, 30 ans d'historique et de voir des patterns qui reviennent de façon assez récurrente en fonction du style de jeu dans un match de foot, en fonction de la typologie de joueurs, de la météo. Il y a énormément de choses à faire. Il y a une différence entre l'adoption qu'en font les athlètes et les coachs et peut-être sur l'intérêt perçu. Il y a une grande différence et paradoxalement, si je me base sur mon expérience à l'INSEP c'était à côté, j'ai eu la chance d'y passer quelques années, les athlètes ne sont pas toujours les plus friands. Je remarque que ça intéresse plus les coachs parce que dans le binôme coach-athlète, finalement le coach c'est un peu la tête pensante et l'athlète lui ne veut pas se soucier nécessairement du plan d'entraînement, de son état physique, ça se discute, ça dépend des athlètes. Mais les athlètes aiment prendre de la distance avec ça, parce que je vais vous prendre un exemple très concret. Si demain, moi, je participe aux Jeux Olympiques et que j'ai eu l'habitude pendant les 12 derniers mois de monitorer mon état de fatigue, mon sommeil, etc., et que la veille de ma finale du 100 mètres, je me rends compte que ma qualité de sommeil est moins bonne et que ma Garmin, elle indique que j'ai un état de forme qui est moins bon, forcément, je vais le cogiter et ça va impacter la confiance que je peux avoir en moi. Ça, c'est intéressant parce que je me disais que vous pourriez peut-être nous partager des conseils, pas uniquement pour les athlètes de haut niveau, mais aussi tous les sportifs amateurs là, qui se suréquipent d'objets connectés et de monitoring de leur santé, de leur performance. Quel est le premier conseil à leur donner ? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est ça sert à rien de se lancer là-dedans au début quand on n'est pas expérimenté, parce que là où la data et l'IA vont être intéressantes, c'est quand on va pouvoir coupler ça à la connaissance de notre propre corps. Si demain je m'entraîne avec une application pour préparer le marathon de Paris et que l'application me dit tiens, tu vas faire 30 km par semaine, l'application elle n'est pas dans mon corps, elle ne va pas savoir que j'ai peut-être un début d'inflammation parce que j'ai couru sur du béton, parce que j'ai couru sur tapis et du coup là je vais peut-être avoir une tendinite ou quoi que ce soit. Donc mon meilleur conseil c'est aller juste courir, faites ça déjà pendant 1 an, passez l'hiver. Et si la passion est toujours là, là dans ce cas-là, allez investir dans du matériel. Donc d'abord, on s'écoute. Merci beaucoup, Erwan Benech, d'avoir été avec nous pour ouvrir cette édition spéciale de Smartech. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'offre Sportech et AI for Sport chez Devoteam. À suivre, c'est l'heure de la découverte de nouveautés geeks dans le sport. Et oui, les technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle, tout ça, ça a envahi complètement le sport. Donc on va parler à tous ces geeks très sportifs aujourd'hui dans cette édition spéciale de Smartech tournée sur le Fitex. Avec nous, Maya Fink, représentante de Triform en France. Vous êtes un magasin et concepteur de produits sportifs italiens. Merci d'être avec nous. Votre nouveauté dont on va parler tout à l'heure, c'est un banc de musculation connecté, vous allez nous en dire plus. Avec nous également Jamila Müller-Villera, vous êtes représentante d'Aurom. Vous avez une machine très spécifique, isocinétique, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire exactement, à mesure de force en temps réel et qui ajuste comme ça dynamiquement en fait la charge. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Et puis Dimitri de Pasquale est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes country manager France chez Shua Fitness, un fabricant et fournisseur d'équipements de fitness pour le cardio training, la musculation, qui compte, je crois, parmi les leaders mondiaux. La tendance aujourd'hui, quand je dis qu'il y a de la tech partout dans le fitness, vous confirmez ? Exactement. C'est un gros marché, la France Oui, exactement. La France, c'est un marché, un des marchés leaders mondiaux et un des marchés cibles pour Shua Fitness. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sportifs geeks ici ? Enfin, comment vous expliquez ça ? Ouais, ça, on a un marché qui est assez important. On a un taux de pénétration qui est de 10-11% actuellement, donc qui représente un des pays les plus fournis. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un des pays européens. On arrive aussi en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, et la France est un des pays majeurs. Après la Chine, parce que vous êtes une entreprise cotée à Shanghai. Exactement, on est leader en Chine. Ouais. Et très très implanté en Asie. Et justement, la stratégie et la volonté et le développement international. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On arrive depuis 1 an en Europe, fortement,
avec des filiales en direct pour pénétrer le marché européen. Vous confirmez, pareil, vous êtes une entreprise italienne, mais vous êtes ici à Paris pour représenter Triform. Vous confirmez que c'est un marché important, la France Oui, absolument. En fait, fitness connecté. Oui, on essaie vraiment de pousser sur le marché français parce que pour l'instant, on est numéro 1 en Italie. On est producteur complètement, on est produit complètement en Italie, que c'est rare. Et alors, du coup, on essaie vraiment de ouvrir un peu plus le marché dans le marché français. Alors, on a des images de votre banc de musculation connecté. Expliquez-nous ce qu'il a d'intéressant, de nouveau. En quoi il peut être utile? Parce que des images que j'ai vues, il est couplé à une application. Oui, exactement. Oui. Alors, c'est un peu ça sa spécificité? Oui. Alors, nous, on est connus pour la partie fonctionnelle. On fait des projections des parties fonctionnelles des gyms. Mais le banc, c'est juste un des accessoires qu'on a, en fait. Et c'est connecté à une application où on peut avoir des formations. Alors, tu es connecté à un type de membership où tu as tous les vidéos, tous les mois, de voir comment utiliser le banc dans des façons différentes. Après, on a aussi des applications que ça connecte à la personne. Et dans les cours, tu peux voir en fait toutes les personnes, toutes les parties un peu plus personnelles comme le cœur, le battre du cœur. Dans un cours, c'est pas mal pour avoir un peu de compétition. Alors ça, c'est hyper nouveau aussi. Ça met de la compétition et puis ça évite que ce soit lassant, parce que s'il y a des choses différentes à faire sur un banc, c'est plus intéressant. Il y a vraiment un enjeu de garder les gens captifs, de leur fixer des nouveaux objectifs. C'est un peu la même chose avec votre machine? Alors notre machine... Un sujet de motivation aussi? Tout à fait. Notre machine met l'utilisateur en compétition avec la moyenne de ses derniers entraînements et on voit tout de suite à l'écran, en fait, la majoration ou la péjoration de la performance. Alors expliquez-nous comment elle fonctionne, votre machine chez Aorum. Alors notre machine permet de faire 6 exercices, on appelle ça le Big Six, qui travaille toutes les différentes parties du corps. Une barre vient de tomber. Voilà, exactement. Et puis le client va, sur la machine, le logiciel va calculer la force du client et il va adapter la charge en temps réel, tout le temps. Donc on peut défier les muscles à 100%, autant dans le concentrique et le mouvement excentrique, de manière vraiment optimale. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de risque de blessure? Alors, elle est isocinétique. Ça, c'est une technologie qui a beaucoup été utilisée dans ça. Oui, la rééducation. Qu'en fait, la vitesse d'exécution du mouvement est extrêmement lente et contrôlée par la machine. Donc, il n'y a pas d'à-coup. Il n'y a aussi pas de poids. Donc, on ne peut pas laisser tomber un poids ou se retrouver avec une charge qui est... Donc là, ce qu'on vient d'entendre, le bruit de la barre qui tombe, voilà. Ça ne peut pas Chez arriver. Chez nous, il n'y a pas de barre qui tombe. Voilà. D'accord, donc c'est ça aujourd'hui le risque, enfin en tout cas vous dites il y a un risque zéro de blessure parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de choses qui risquent de tomber, le poids est adapté en permanence à notre capacité. Tout à fait, donc si tout d'un coup vous ne pouvez pas donner autant en effort, en fait la charge elle s'adapte tout de suite. Et vous voulez arrêter l'exercice, elle arrête de pousser la machine. D'accord. Du côté de Schwab, vous avez aussi des nouveautés? Oui, des nouvelles machines que vous présentez ici? C'est ça. Après, pour parler de technologie, on a 2 niveaux. On a sur le cardio training, on a les tapis qui sont très technologiques à plusieurs niveaux. On va avoir l'analyse de la foulée, donc pied droit, pied gauche, l'analyse de l'impact. Donc ensuite, le feedback est donné directement sur le tapis à la fin de la course, ou alors il est envoyé sur un cloud où les adhérents, les membres pourront le récupérer. Et ils ont besoin, les sportifs amateurs, d'avoir ce niveau de précision? Non, en fait, c'est plutôt ludique de voir si on a un déséquilibre. Premièrement, ensuite, ça peut être aussi dans le contexte médical. Ça permet d'avoir si on a un appui plus fort, un impact plus fort à droite, à gauche, un déséquilibre qui peut emmener voir un kiné, un podologue, etc. Donc aujourd'hui, le fitness est quand même assez corrélé avec le marché du médical. Donc on fournit aussi les kinés, les centres de rééducation, etc. Donc c'est une approche aussi hybride entre la pratique classique dans la salle de sport et la partie médicale. Ensuite, on va voir sur le tapis aussi la possibilité maintenant de faire le screen mirror, donc d'envoyer son téléphone directement sur l'écran du tapis, aller sur les applis très connues, pour ne pas les citer, Netflix, Spotify, etc., où on retrouve directement sur le tapis. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'adaptative desk, toujours sur un tapis de course, où en fait on vient changer
lors de la course, la dureté de la surface qui vient reproduire la piste d'athlétisme, une surface plus confort comme l'herbe, une surface standard. Donc ça, c'est en 10 secondes, on arrive à changer la dureté. Donc ça, c'est pareil, c'est des dernières technologies qu'on vient prouver sur des tapis à des prix imbattables. Donc voilà, aujourd'hui, la Chine est un précurseur sur ces technologies-là. Et après, sur la partie musculation, une des nouveautés qu'on n'a pas pu encore proposer ici, mais parce qu'elle arrive à la fin d'année, c'est une gamme partie musculation qui s'appelle BioFit. Bon, là, on est sur des appareils de musculation avec une résistance à moteur. Donc, on n'a plus soit des plaques, soit des disques. On est sur une résistance moteur avec un écran. Et on vient justement retrouver un petit peu les mêmes choses avec de l'isocinétique, de l'excentrique, du concentrique, de l'explosivité, avec tout un écosystème d'applications, de cloud, etc., où on vient pousser les programmes d'entraînement et tout ça. Oui, vous vouliez réagir? Juste rebondir ce que mon collègue là vient de dire, monsieur vient de dire. Ce qui est chouette avec ce genre de technologie adaptative, c'est que ça peut autant défier quelqu'un qui est déjà extrêmement fort, très musclé, etc., à l'aise même dans un fitness, mais c'est aussi de plus en plus, on se soucie de la longévité, du bien-être à long terme. Et pour ça, il faut une bonne masse musculaire, il faut la maintenir. Ça veut dire que même des personnes qui ne sont pas à l'aise dans un fitness ont besoin de faire de la renforcement musculaire. Notre machine, elle ne ressemble pas du tout à un fitness, elle est assez chic, en bois, etc. Et donc, ça s'adapte autant à une dame de 75 ans qui n'a jamais fait de muscule, parce que c'est adaptatif, à un grand sportif qui veut plus d'explosivité. Et sur la question de où est-ce qu'on pratique davantage son sport, il y a la fréquentation des salles de sport qui a l'air d'être quand même en explosion avec les nouvelles grandes salles qui deviennent vraiment des complexes. Mais on voit aussi beaucoup de sport à la maison. Comment est-ce que vous voyez la tendance là pour les prochaines années? Par exemple, le banc connecté aujourd'hui, c'est pour faire du sport à la maison. Oui, tu peux aussi l'utiliser à la maison. Après, c'est sans les matériaux, sans les accessoires, c'est assez facile de bouger. C'est 40 kilos, c'est rien de tout. Alors, oui, c'est possible de faire à la maison, mais aussi pour la question qu'on a vue avant, je crois que maintenant, les personnes veulent savoir beaucoup sur leur entraînement et c'est pour ça que la technologie, elle rentre beaucoup dans le sport. On le voit même avec les bagues qu'il met, tout le monde met les bagues pour voir toutes les parties un peu plus particulières. Alors oui, je crois que maintenant, pour la santé, les personnes, ils le prennent plus de responsabilité, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est du côté des utilisateurs. Après, je ne sais pas, est-ce que ça suit vraiment, par exemple, vous avez évoqué les kinés, est-ce que ça suit du côté du corps médical? Est-ce qu'on utilise maintenant plus facilement ce type de données? Voilà, justement, depuis quelques années, le matériel permet de tracer plus facilement ça permet toute de le la faire, mais data. est-ce que c'est vraiment utilisé dans les parcours de rééducation? C'est vraiment utilisé parce Ouais. que les données, la data est très précise et ça permet une rééducation justement plus précise, plus adéquate, plus performante. Après, pour revenir à la consommation, je pense que depuis le Covid, on a un petit peu changé. On a une partie salle de sport, on a une partie home gym. On a beaucoup de demandes sur les home gym maintenant qu'on n'avait pas avant. Et une partie avec les wearables en extérieur. Donc c'est vrai que ça permet de mixer un petit peu tout ça. Donc on le voit, nous, la conso qui change. On a le socle de base qui est les clubs. Vous la voyez changer comment, justement? Bah justement, en fait, Avec quelque chose, un circuit beaucoup plus en boucle, c'est ça? Entre le sport que je pratique moi-même tout seul à la maison, celui que je vais pratiquer en salle et le suivi avec un médecin? Exactement. En fait, le médecin vient un peu fermer la boucle. Mais en fait, justement, la data permet de l'emporter sur soi, enfin, avec soi, partout. Qu'on aille en salle de sport, qu'on aille courir dehors avec les wearables, qu'on revienne chez le kiné, chez le médecin, etc. C'est une data santé, fitness, bien-être par la digitalisation qui est bien plus simple à extraire et à proposer et à suivre. Donc aujourd'hui, on est avec l'ère de l'IA, justement. On en arrive, nous, avec les machines BioFit connectées, à mettre en place tout ça bien plus facilement qu'avant où on ne pouvait pas forcément le faire. Et automatiquement. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le début. Pour avoir testé très récemment une rééducation, pour l'instant, la donnée, moi, je ne l'ai pas vue exploitée, je ne l'ai pas entendu même ce mot. Moi, je pense que ces données vont de plus en plus être utilisées, surtout avec l'IA.
et puis que les gens vont aussi avoir accès à des outils qui leur permettent de les interpréter aussi eux-mêmes, pas toujours avec Oui. le corps médical, même si on aimerait bien voir ça se développer encore beaucoup plus. Et aussi, Ouais. En plus, c'est plus, je crois aussi plus pragmatique. On n'a pas le temps qu'on avait peut-être avant et on veut faire les choses bien, on veut être en bonne santé et on veut être précise. Je crois que c'est ça la différence qu'avant. On n'a pas le temps de jouer avec trop, de tester. On a juste envie de faire dans la façon meilleure, dans le plus vite possible. Une recherche d'efficacité, en fait. Exactement, ouais. Mais alors, c'était la troisième question justement que j'avais pour vous trois, pardon, ma dernière question pour vous trois, c'était le niveau de facilité de rentrer dans ces applications, de les utiliser, que ce soit pour les utilisateurs, pour les salles de fitness, pour les médecins. Ça demande quand même un peu d'apprentissage, non? De découvrir toute cette façon de récupérer de la data à travers les applications et les objets connectés de santé, de sport santé. Alors, je vais me permettre d'aller en première parce que c'est hyper facile. Le mien, c'est un peu différent. C'est pas attaché au banc, par exemple. C'est juste deux choses séparées qui sont mises ensemble, en utilisage ensemble. On a la bande qui va sur le bras et ça va permettre de avoir le data, mais c'est pas le banc en fait qui fait le data. Alors c'est comme la bague, mais dans un courco. C'est ça, c'est un peu plus facile. Et ensuite, à côté, si je veux, j'ai l'application qui peut m'extraire les données. Pour nous, en fait, l'application... C'est un enjeu, ça, de ne pas complexifier l'usage de ces machines. Tout à fait. aussi. Non, elle est très simple d'utilisation pour suivre ses données, sa performance. Après, notre société Argonaut Technologies a un API qui est développé pour en fait, pouvoir l'intégrer dans, par exemple, un centre de fitness ou une application de santé qui aimerait intégrer ces données. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de Exactement. ce talk. C'est un petit peu pareil en fait. C'est via une application, un choix fitness, un cloud que l'adhérent peut télécharger, un back-office accessible pour les clubs, pour les coachs. Après, la partie santé, c'est plus délicat avec le RGPD. Il y a pas de, on rentre chez les médecins, c'est plus compliqué. Donc là, on est vraiment sur le côté fitness, Bien-être, kiné, c'est ça. bien-être et rééducation. Et voilà. Bon, ça tombe bien, parce qu'on va s'interroger justement sur ce qui est une donnée de santé juste après. On termine cette édition avec Maître Le Quélénec. Éric Le Quélénec, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un avocat spécialiste des questions du numérique. Et je voulais vraiment vous inviter pour terminer cette édition, parce qu'ici, on parle beaucoup de sport connecté, de nouveaux objets qui récupèrent des tas d'informations, on va dire, au sens général du terme, sur nous, notre corps, notre état de santé, notre sommeil. Est-ce qu'on peut appeler ça des données de santé? Qu'est-ce que véritablement une donnée de santé? Bonjour Delphine, merci de l'invitation. C'est une question en effet extrêmement sensible, puisque la donnée de santé, quand on prend les textes, normalement c'est celle qui révèle l'état de santé physique ou psychologique d'une personne. Mais en réalité, la plupart des fabricants, éditeurs d'applications dans le domaine considèrent qu'on est juste sur du quantified self, autrement dit de la mesure de données propres à une activité, et donc ça ne serait pas des données de santé. Ça reste, de mon point de vue strictement juridique, un peu débattable. Mais est-ce que ça veut dire que les fabricants d'objets connectés ou d'applications, les concepteurs d'applications, ils ont des obligations spécifiques sur le type de données qu'ils collectent? Alors évidemment, si les données ont une destination qui serait celle de pouvoir être utilisées par des professionnels médicaux, à ce moment-là, ces fabricants, éditeurs vont mettre en place des garanties pour considérer qu'ils sont au même niveau que pour des vraies données de santé. Mais la plupart des fabricants de produits connectés ou de logiciels ou applications considèrent qu'ils n'ont pas à respecter ce niveau de sécurité, et on reste sur finalement des produits et solutions grand public qui relèvent peut-être du RGPD, mais pas spécialement des textes du Code de la santé publique en l'occurrence. Donc on parle quand même de données personnelles, ça on est d'accord? Dans tous les cas, absolument. Dans tous les cas. Ça veut dire qu'il faut être quand même aussi très vigilant sur ce qu'on partage, qu'on accepte ou non de partager avec ces applications? Et oui, et on se souvient tous du scandale qui avait concerné l'application Strava. Alors, c'était pas lié à l'application en elle-même, mais à l'usage qui en était fait par des personnels de sécurité autour de hautes personnalités. Et le fait de publier ces informations sur son parcours de course, la vitesse, la cadence à laquelle on avance, toutes ces données, qu'on le veuille ou non,
peuvent vous mettre en danger. Alors non seulement vous-même personnellement, mais les hackers s'intéressent tout particulièrement à ces données qui peuvent révéler en effet un état de santé et peuvent servir à du chantage, à de la fraude aux assurances et aux mutuelles de toutes les manières. Vous conseilleriez plutôt d'être très prudent avec ces applications sur la manière dont ces données sont protégées. Est-ce que vous êtes plutôt rassuré? Est-ce que vous constatez qu'il y a très peu d'affaires finalement qui arrivent au tribunal sur une mauvaise utilisation de ces données personnelles? Ou au contraire, c'est un sujet de préoccupation et montant? Alors c'est un sujet de préoccupation évidemment de plus en plus important, que ces applications sont toutes elles-mêmes reliées, et en tant qu'utilisateur je le sais très bien, à des réseaux sociaux, et que ce faisant, c'est la porte ouverte effectivement à la publication de ces données qui, encore une fois, peuvent révéler un état de santé, d'en être d'autant plus sensible. Est-ce que pour autant, on le voit, il y a eu des affaires portées contre ces éditeurs d'applications? Pas forcément, parce que c'est d'abord de la responsabilité de l'utilisateur. Et c'est d'ailleurs en ce sens que la CNIL rappelle régulièrement qu'il faut changer son mot de passe, qu'il faut limiter le plus possible ces publications en ligne et avoir finalement un usage responsable de ces données, d'autant plus évidemment que l'IA aussi s'intéresse à ces données et par déduction, croisement ou tout simplement retraitement de l'information peut déduire énormément de choses sur ces informations brutes. On a un règlement de l'Union européenne sur les données qui s'appelle le Data Act et qui s'applique depuis peu finalement, le mois de septembre je crois. Eh bien oui, il y a quelques dizaines de jours, absolument. Voilà, dans tous les États membres. Est-ce que ça change quelque chose ça? Oui, ça change énormément de choses en termes de partage de l'information. Nativement, tous les objets connectés et les applications qui leur sont liées doivent permettre donc à l'utilisateur lui-même de savoir quelles données précisément ont été récupérées par l'outil lui-même, les exploiter par lui-même, et alors ce qui va ouvrir beaucoup de perspectives sur ce marché du numérique. Cette transparence, elle n'existe pas aujourd'hui, enfin, elle n'est pas évidente. En l'état, vous pouvez très bien avoir une montre connectée et n'accéder peut-être qu'au tiers des données qui sont en réalité récupérées par cet objet connecté, et finalement c'est un peu la face cachée de l'iceberg. On ne sait pas très bien ce que les autres données vont pouvoir en tous les cas permettre de faire, que ce soit par l'éditeur lui-même du produit et ses partenaires. Vous êtes parfois surpris, c'est plusieurs centaines de partenaires. Autre point important, c'est que tout l'écosystème, et sur le salon Fitex très important, va pouvoir bénéficier désormais des données de ces objets connectés pour proposer d'autres services. Donc on ne sera plus dans un environnement captif, mais au contraire ouvert. Donc ça, c'est le sujet de l'interopérabilité, c'est ça? De l'interopérabilité et de la réexploitation des données, ce qui normalement devrait être des leviers de croissance pour beaucoup d'acteurs dans tous les domaines, et en particulier dans le sport et le coaching sportif. Mais anonymisé, parce que moi, là, quand vous me dites ça, je me dis c'est pas une bonne nouvelle, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que j'accepte de donner mes données à une application à laquelle j'ai confiance, et elle va peut-être se retrouver, cette information, ailleurs, utilisée par d'autres. Et donc mais est-ce que c'est anonymisé ou est-ce qu'on reste sur de la donnée personnelle? Non. Alors, on reste sur la donnée qui est plutôt pseudonymisée, c'est-à-dire qu'on a remplacé le nom, prénom ou l'identifiant de l'utilisateur par un code, ce qui permet de sécuriser déjà la donnée. Mais en réalité, pour leur réexploitation au terme du Data Act, qui va de pair d'ailleurs avec le Data Governance Act, vous aurez des tiers chargés de s'assurer, donc des plateformes, que justement la donnée n'est pas réidentifiable. Mais en tout état de cause, et en fonction aussi des liens contractuels qui peuvent exister, il convient d'être très prudent, parce qu'on le voit, et a fortiori avec l'IA, de la donnée anonyme, ça devient de plus en plus rare et de plus en plus fragile. Bon, en même temps, c'est la première fois que j'entends qu'un règlement européen va favoriser la croissance d'un marché, donc... On peut s'en réjouir. Voilà, on peut se dire, c'est bien, ça progresse aussi pour la partie business. Merci beaucoup, Éric Lequelenec, de nous avoir apporté votre éclairage sur cette information cruciale qui concerne nos données que l'on confie à tous ces objets connectés, quand bien même on les appelle de santé. C'était Smartech, merci à vous de nous avoir suivis. On était dans une édition spéciale, vous l'aurez remarqué, en tournage au cœur du Fitex, qui est un salon événement dédié au sport connecté et à la santé connectée. On se retrouve très bientôt. Ça nous a quand même permis de découvrir des nouveautés geeks un peu marrantes dans le sport, mais aussi de s'interroger sur ces questions importantes de nos data.